Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission spéciale où nous parlerons de la charte pour la paix et la réconciliation. Nous en parlerons bien évidemment avec l'ancien Premier ministre, son Excellence, Monsieur Moussa Mara. Monsieur Moussa Mara, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci de nous avoir reçus. Merci bien et bon Ramadan. Merci. Alors, tout d'abord, nous allons parler du processus d'élaboration de la charte pour la paix et la réconciliation. Pensez-vous de ce processus? Bon, je crois que tout le monde sait que la charte est une conclusion du dialogue intermalien, un dialogue intermalien qui a été organisé l'année dernière par nos autorités, avec l'objectif d'obtenir la paix et la réconciliation. Et le dialogue intermalien lui-même qui est basé par le discours à la nation du président à la fin de 2023, qui a promis que le processus de paix à la suite de l'annulation de l'accord d'Alger soit relancé. Tout ça pour dire que l'origine de la charte et l'objet de la charte, c'est d'amener la paix dans notre pays, de faire la réconciliation dans un contexte où nous avons des compatriotes qui sont en train de se battre contre le pays. Aussi bien ceux qui sont animés d'un esprit politique, c'est-à-dire les rebelles, que ceux qui sont animés d'un esprit, on va dire, de violence terroriste et islamiste, qui sont ce qu'on appelle les terroristes, l'État islamique et surtout euh, Al-Qaïda au Maghreb qui est devenu le GENIM. Tout ça pour dire que si on veut faire la paix, comme je l'ai toujours dit à la veille du dialogue intermalien, après le dialogue, et je l'ai régulièrement dit, il faut que nous parlons avec ceux qui font la guerre. Ça a l'air d'être simple, mais c'est vraiment ce qui est là. Et le problème, c'est que nous avons décidé de ne pas parler avec ceux qui font la guerre. Nous avons considéré que les rebelles sont des terroristes. Les terroristes, évidemment, sont des terroristes et on ne parle pas avec eux. Et tout cela, alors que le dialogue intermalien lui-même, en son chapitre premier et recommandation 12, demande à ce qu'on discute avec les groupes armés. Donc le processus qui a amené à la rédaction de l'avant-projet de la charte est un processus qui souffre d'un handicap majeur, puisqu'on veut faire la paix sans ceux qui sont en train de faire la guerre. Et tout le monde sait que cela est impossible. Comment nous allons faire en sorte que ce document soit reconnu par ceux qui sont en train de faire la guerre? Comment nous pouvons obtenir qu'ils respectent ce document? Je pense qu'il n'y a simplement pas de chance. C'est ce que j'ai écrit récemment et c'est ce que j'ai dit sous forme d'écrit à la commission de rédaction de la charte. Parce que moi, avant de publier ma tribune dans la presse, j'ai d'abord adressé un courrier à l'équipe en charge de la rédaction de la charte pour leur faire part de mes observations par rapport à la charte. Donc les observations liées au processus, les observations liées au document et les observations liées un peu à la suite que le document a balisé. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire sur le processus. Le processus est vraiment handicapé par cette faiblesse originelle. Et cette faiblesse originelle fait que la charte risque d'être un document de plus, malheureusement. D'accord. Nous avons remarqué qu'il y a eu des consultations préalables pour l'élaboration de ce document. Est-ce que vous avez été préalablement consulté? Si oui, quels ont été vos apports ou vos contributions pour vraiment mener à bien ce travail? Non, malheureusement, je n'ai pas été consulté par rapport à la rédaction du document. Euh, il y a eu le dialogue intermalien. Le dialogue intermalien dans le cadre des préparatifs. La commission en charge du dialogue est venue me rencontrer, donc j'ai été consulté par rapport à l'organisation du dialogue. Et là, je leur ai dit, allez dialoguer sans ceux qui sont en train de se battre. Bon, c'est vraiment perdre beaucoup de temps. C'est dur de le dire, mais c'est la réalité. Et j'ai donné aussi un certain nombre de conseils par rapport aux termes de référence du dialogue. Mais à la fin du dialogue, à la mise en place de la commission de rédaction de l'avant-projet, je n'ai pas été consulté. Maintenant, la commission a bien voulu quand même m'envoyer l'avant-projet. En tant qu'ancien Premier ministre, j'ai été saisi officiellement par un courrier. J'ai reçu l'avant-projet. C'est pourquoi j'ai pris sur moi de regarder l'avant-projet et donc d'écrire à la commission, comme la commission m'a écrit pour me transmettre le document. J'ai pris sur moi d'écrire à la commission pour lui transmettre mes observations.
On n'a pas été consulté pour l'élaboration du document, mais on a été quand même, on va dire, informé ou consulté par l'envoi du document. C'est ce qui a amené ma réaction par rapport au document. D'accord. Même si vous avez un peu touché à cette question, il y a certains qui disent que vous avez publié vos réserves dans, dans un journal, alors que vous pouviez peut-être l'envoyer directement à la commission. Vous avez un peu touché à ça. Mais que répondrez-vous à ces personnes? Oh, pas grand-chose, sauf que nous sommes dans un pays, je crois, aujourd'hui où les citoyens doivent être édifiés. J'ai sacrifié à l'obligation morale que j'avais, je n'étais pas obligé de répondre, mais j'ai sacrifié à l'obligation morale que j'avais de réagir par rapport au document et de l'envoyer à travers la commission, j'ai envoyé mes observations. Ça, j'ai sacrifié à cette obligation morale. Maintenant, je pense que les Maliens doivent se saisir de ce document. Et une manière de contribuer à ça, c'est de partager mes observations avec les Maliens. Bon. Moi, généralement, je suis très transparent. Il n'y a rien de caché. J'envoie les documents, les observations à qui de droit et je le partage avec le peuple. Nous sommes dans une période où je pense que nous devons associer les Maliens à tout ce que nous faisons. Parce qu'après tout, il s'agit des Maliens. Ceux qui doivent faire la paix demain et après-demain, c'est d'abord les Maliens. Donc moi, je ne me sens pas du tout offusqué. Je comprends la réaction des uns et des autres. Mais nous sommes dans une phase où nous devons tous contribuer. Si des documents il devait y avoir, avoir un document qui puisse être le meilleur possible et qui puisse avoir les meilleures chances possibles d'atteindre le résultat, même si je doute vraiment très sérieusement de ce résultat, parce que simplement il est vicié à la base, quoi. Donc j'ai envoyé mes observations et je les partagées pour cette raison. Est-ce que vous avez d'autres observations particulières concernant ce document ou sa forme? Quand vous regardez le document il est rédigé dans une forme, on va dire, classique. Il y a un préambule, après il y a des titres, il y a des chapitres, un peu comme la Constitution. L'autre remarque qui est très importante pour moi, il y en a beaucoup d'autres, hein, parce que j'ai 4 pages de remarques de fond et de forme. Mais ce qui me semble être le plus important, c'est que le document ne contient pas d'objectifs vérifiables. À la fin, le document prévoit la création d'un organe de suivi. Mais s'il n'y a pas d'objectif vérifiable, qu'est-ce que l'organe de suivi va suivre? Le document devrait, pour chaque segment relatif à la paix, la réconciliation, segment relatif à la défense, segment relatif à l'éducation, parce qu'il y a un segment important relatif à l'éducation, les segments relatifs aux différents départements ministériels, indiquer qui doit faire quand et comment, et quels résultats il doit atteindre, quel indicateur doit permettre de faire sortir les résultats dans le temps. Ça peut être un temps de 10 ans, ça peut être un temps de 15 ans, pour qu'on puisse faciliter la supervision et l'évaluation. Mais s'il n'y a aucun objectif précis, concret, l'organe chargé du suivi, je ne sais pas comment il va pouvoir y arriver. Si je prends le parallèle avec les assises de la refondation, les assises de la refondation ont abouti à plus de 500 recommandations. Donc chaque recommandation constitue une action à mettre en œuvre et du coup donc est vérifiable. C'est pourquoi l'organe qui a été créé pour faire le suivi des assises, chaque fois il produit des résultats, il fait des chiffres, des pourcentages de réalisation et autres, parce qu'il y a des actions précises. Mais dans la charte, il n'y a pas d'action précise. Et donc s'il n'y a pas d'action précise, comment on va évaluer? Après tout ce que vous venez de dire, est-ce que les Maliens peuvent s'attendre vraiment à une paix véritable? Très sincèrement, les Maliens peuvent s'attendre à une paix s'il y a de vraies discussions. Et il y a de vraies discussions avec ceux qui sont en armes. S'il n'y a pas de discussion avec ceux qui sont en armes, moi je ne pense pas qu'on puisse avoir la paix. Sauf si Dieu, qui est capable de tout, par sa grâce, du jour au lendemain amène la paix dans notre pays. Sinon, sans ça, je ne le vois pas. Et ce qui est encore dommage, encore une fois, j'insiste. Depuis 2, 3 mois, j'entends beaucoup de gens dire Mara veut qu'on discute avec les terroristes. C'est pas Mara qui veut qu'on discute avec les terroristes. Ce sont les Maliens. Et les Maliens, chaque fois qu'on les a demandé, parce que ce sont les Maliens qui vivent les affres du terrorisme, ce sont les Maliens qui souffrent. Aucun d'entre nous, au niveau des élites à Bamako, nous souffrons. Ce sont les Maliens sur le terrain qui souffrent. C'est eux qui, à chaque fois qu'on les a consultés, lors de la conférence d'entente nationale en 2017,
lors du dialogue inclusif en 2019, lors des assises de la refondation en 2021, pendant la transition, lors du dialogue intermalien 2024, pendant la transition, les Maliens ont toujours dit qu'il faut dialoguer avec les groupes armés, il faut dialoguer avec les terroristes. Ce sont des Maliens. Asseyons-nous et parlons. Ce n'est pas moi, c'est eux. Et je pense qu'on devrait être sage de suivre les prescriptions de notre peuple, parce qu'après tout, c'est le peuple qui est souverain. D'accord. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission spéciale. Je rappelle que nous parlions de la charte pour la paix et la réconciliation. Nous étions avec l'ancien Premier ministre Moussa Mara, homme politique, homme d'État engagé pour des questions de la nation. On vous dit merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres émissions sur Mara TV.